parler du diabète de type 1 de l'enfant parce que c'est une thématique qui en ville pose assez problème et on a eu pas mal de découvertes qui auraient pu être découvertes plus tôt que ce qu'elles ont été. Tout d'abord les définitions. Donc le diabète, il y a plusieurs définitions. Soit c'est une glycémie à jeun, c'est une glycémie à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 grammes par litre. Soit c'est une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g à 2 reprises. Après, ça peut être aussi découvert au cours d'une HGPO avec une glycémie supérieure à 2 grammes à 2 heures du début. Il y a aussi une définition portant sur l'HbA1c, mais comme elle n'est pas consensuelle et pas très bien, enfin, elle n'est pas officielle, on la met un peu de côté. Il y a l'hyperglycémie modérée à jeun, qui est une glycémie entre 1,10 g et 1,26 g. Et il y a l'intolérance au glucose, qui est définie par une HGPO entre 1,4 g et 2 g par litre. Un peu de physiopathologie, du coup l'insuline est produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Et donc cette insuline permet au sucre apporté par l'alimentation d'entrer dans les cellules de l'organisme, donc les muscles et les autres organes, afin par le phénomène de glycolyse de produire de l'énergie. Le diabète de type 1, c'est quoi? C'est une maladie auto-immune dans laquelle il y a des auto-anticorps qui détruisent ces cellules bêta du pancréas et le diabète se révèle quand il y a plus de 90% des cellules qui sont détruites. Du coup, le sucre apporté par l'alimentation qui est dans le sang, du coup, il y a une insulinopénie, donc une carence en insuline. Donc le sucre s'accumule dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Le fait qu'il n'y ait plus d'insuline, donc le sucre ne passe plus dans les organes, la glycolyse n'est plus assurée pour produire de l'énergie. Et ça entraîne cliniquement une polyurie osmotique qui apparaît dès 1,80 g par litre, ce qui conduit à une déshydratation extracellulaire et intracellulaire et compensée par une polydipsie. En fait, l'enfant boit beaucoup. Du coup, pour essayer de produire un peu plus, pour essayer de produire de l'énergie qui n'est plus produite par la glycolyse, l'organisme a un mécanisme qui est la lipolyse, qui produit de l'énergie, mais qui produit aussi des corps cétoniques. Et l'accumulation de ces corps cétoniques est dangereuse et qui mène à l'acidocétose diabétique et en fait à plein de troubles autres électrolytiques, et il faut éviter d'arriver à ce stade-là. Si on fait la corrélation entre les signes cliniques et la physiopathologie, les signes d'hyperglycémie sont le syndrome cardinal avec le syndrome polyuropolytypsique, l'asthénie, l'hyperphagie, l'amaigrissement. La déshydratation, elle est d'abord extracellulaire avec perte de poids. Il peut y avoir une instabilité hémodynamique avec la tachycardie, l'hypotension à un stade plus avancé, le pli cutané, c'est un signe de déshydratation que vous connaissez. Et puis ensuite une déshydratation intracellulaire avec soif, hypotonie des globes oculaires, ça peut aller jusqu'au coma avec des troubles de conscience. Et l'acidose, les signes d'acidose sont nausées, vomissements, douleur abdominale. Parfois on peut avoir un mime d'une pathologie chirurgicale. Il y a aussi l'odeur cétonique de la laine et ça peut aller jusqu'à la fin avec une dyspnée de Kussmaul. Du coup, les circonstances de diagnostic. Donc, dans le temps, là on a les différents stades, l'hyperglycémie, l'acétose sans acidose et l'acidocétose diabétique. L'insulinopénie qui augmente. Initialement, avant que 90% des cellules soient détruites, il n'y a aucun symptôme. Et puis ensuite apparaissent la polyurie, l'énurésie secondaire chez l'enfant qui est propre, qui était propre avant. Et puis ensuite, c'est soif, amaigrissement, asthénie au stade de cétose sans acidose, parce que du coup, il n'y a plus de
il n'y a plus de glycolyse qui se fait, et donc l'énergie est produite différemment, et ensuite déshydratation, troubles de conscience et les signes d'acidocétose avec douleur abdominale et nausée. Voilà. Il est du coup très important de faire le diagnostic au stade le plus précoce possible, au stade d'hyperglycémie si possible, ou cétose sans acidose, parce que ça conditionne par la suite, ça évite l'arrivée de l'acidocétose, qui peut aller jusqu'au coma, avec des troubles hydroélectrolytiques qui peuvent être ça peut être fatal pour l'enfant. Et surtout aussi, on a la complication de la prise en charge qui peut être l'œdème cérébral aigu. Et ça permet aussi d'améliorer l'équilibre métabolique après, plus tard, et du diabète. Donc, en fait, on a un message qui est ne faites pas d'examen en ville, faites une glycémie capillaire, plus ou moins une buvette urinaire, et adressez l'enfant aux urgences directement, il ne faut pas le reconvoquer. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a dit. Donc les circonstances de découverte. Hyperglycémie sans cétose, hyperglycémie cétose sans acidose et acidocétose diabétique. Les premiers symptômes sont ceux de l'hyperglycémie et les douleurs abdominales, vomissements, troubles de conscience, plutôt ceux de l'acidocétose. Donc après, il y a quelques pièges. En fait, ça peut apparaître à tout âge, quel que soit l'âge de l'enfant, il faut y penser, surtout, même chez le tout jeune nourrisson, surtout s'il y a des symptômes de gastro, avec une diurèse plus que conservée, voire une hyperdiurèse. Et voilà, la dyspnée, c'est pas toujours une crise d'asthme, à savoir aussi que parfois le diabète se révèle au cours d'un épisode viral, et il suffit que l'enfant ait un terrain atopique et il siffle un peu. Et, voilà, mais c'est surtout une polypnie. Je laisse la main. Donc on va continuer avec la cohorte 5 amis que nous avons eue sur les 16 derniers mois. Donc, non, ça c'est à l'envers, dans l'autre sens. Alors, le tableau, il est illisible. Il y avait 29 cas sur les 16 derniers mois qui sont arrivés pratiquement tous en acidocétose, ou en tout cas débutantes. Ce qui ressort, mais je vais le détailler après, c'est que les trois en gris foncé sont les seuls qui sont adressés sans être passés par la case labo, qui ont vu un médecin, mais que le médecin a dit, bon, c'est probablement un diabète, allez donc aux urgences. Tous ceux qui sont en jaune ont été vus par un médecin en ville, qui a demandé d'abord un examen au labo, qui a été plus ou moins fait, quelquefois pas tout de suite, parce que voilà, les parents, si c'est une veille de week-end, ils attendent la semaine d'après, etc. Donc ça peut être extrêmement dangereux. Et puis, ceux qui sont en blanc, les rares en blanc, c'est ceux où les parents sont venus d'emblée d'eux-mêmes aux urgences sans être passés par la case médecin de ville. Donc, ça, si on reprend nos 28 cas des 16 derniers mois, l'âge moyen 8 ans, donc vous voyez c'est quand même des enfants jeunes, avec des tout petits quelquefois, on a eu 2 vraiment nourrissons. Après des 2 à 4 ans, il y en a quand même beaucoup aussi. Et c'est l'âge des gastro, hein, donc effectivement méfiance, une gastro qui fait pipi, c'est pas normal. Et plus de 4 ans, bon, c'est la plus grosse cohorte, c'est logique, la tranche d'âge est plus large. Ils avaient tous, quand on regardait le tableau, ils avaient tous des signes de polyuropolydipsie, plus ou moins perte de poids, et quelquefois des pertes de poids importantes, des moins 4 kg, moins 5 kg, moins 10 kg. Alors, moins 5 kg chez un enfant de 6 ans, c'est énorme, et moins 3 kg chez un enfant de 2 ans, c'est énorme aussi. Hein, donc, vraiment significatif. 57% sont arrivés carrément en acidocétose, conforme à la définition, c'est-à-dire un pH inférieur à 7,30. Et puis 7 sur les 28 étaient en cétose, sans encore une acidose, mais c'était imminent. Donc 18 sur ces 28 avaient eu un entretien téléphonique avec leur médecin traitant ou SOS médecin.
13 fois sur ces 18 consultations, il a été demandé un bilan au labo, alors qu'un des médecins, par exemple, avait fait une BU qui était positive, mais il a quand même demandé un bilan au laboratoire. C'était un peu dommage. Et un certain nombre s'aggravent même avant d'arriver à la case labo, donc 4 sont arrivés après directement, parce que les parents ont trouvé qu'ils se dégradaient, ils sont venus directement à l'hôpital. 2 avaient pensé à une GEA, et 3 sur 18, donc comme on a vu tout à l'heure, sont venus directement à l'hôpital, mais c'est un peu biaisé. Un, c'était un grand-père médecin qui a dit à sa fille, emmène-la donc faire une BU à la pharmacie, puis si c'est positif, tu vas à l'hôpital. Bon, comme quoi, selon les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Un dont la maman est diabétique, elle a quand même eu l'idée de faire un dextro, bingo, et elle a appelé le médecin qui lui a dit, bah, bien sûr madame, allez à l'hôpital. Et un qui était tout petit, et son pédiatre a dit, allez à l'hôpital, c'est probablement un diabète. Un refus de SAMU quand même de se déplacer, c'est embêtant, il est arrivé à 6,91 de pH. Il a dit, c'est une gastro, allez, attendez demain. Et puis voilà, donc la suivante de la petite cohorte. Donc 10 sur 28 sont venus directement à l'hôpital car ils étaient franchement pas bien. Et ce qui nous a quand même intrigués, c'est que finalement sur toute cette cohorte et tous ceux qui ont vu le médecin, un seul a eu une BU au cabinet médical. Et voilà, et que même comme ça, il est passé par la case labo. Et aucun médecin n'a pu faire un dextro. Alors je ne sais pas, la question est lancée. Est-ce que vous avez des appareils à dextro dans vos cabinets? Oui? La majorité ou pas? Non, parce que c'est une question, on ne se rend pas compte. Nous, ils arrivent aux urgences, ils ont un dextro. Donc c'est pour savoir combien de médecins qui représentent. Les bandelettes sont périmées. Ah, on n'arrive pas à renouveler les bandelettes à 6 ouais. Mais les BU? Parce que quand on a corps cétonique et sucre dans les urines, il n'y a pas 50 diagnostics. Donc voilà. Mais la population des staffs n'est pas représentative. Non, mais je sais, mais je pose une question juste de curiosité, c'est tout, parce qu'on était intrigués. Parce qu'on était intrigués par le résultat. Voilà. Donc, quand même, dans tous ceux qui sont arrivés, ils étaient beaucoup bien malades, quand même, même ceux qui avaient des pH encore un petit peu conservés. Donc, quand ils arrivent, parmi ceux qui sont passés au laboratoire avant de venir à l'hôpital, 7 arrivent à un pH franchement bas, en acidocétose donc, et 5 avec une cétose sans acidose encore. Donc ça, c'était le petit tableau de la cohorte de ceux qui sont passés par la case laboratoire. Parce qu'il faut bien vous imaginer que quand vous dites à une famille de faire du labo, pour peu que ça ne les arrange pas d'y aller le jour même, que le lendemain ce soit samedi et puis dimanche et puis après ils iront le lundi. Donc c'est un peu compliqué et les enfants s'aggravent extrêmement rapidement. Parce que même ceux qui avaient eu le temps de passer par le médecin, le labo, quand ils arrivent, vous voyez que 5 sur 12 sont déjà passés en acidocétose. Et si on rajoute les 4 qui étaient en cétose et qui n'allaient pas tarder à être aussi en acidocétose, parce qu'ils avaient déjà des corps cétoniques très significativement augmentés. Voilà, donc la conclusion, c'est que la cohorte de Saint-Camille finalement est conforme aux autres séries qu'on a vues récemment, des thèses et des choses qui sont présentées sur l'acidocétose de l'enfant et le mode de révélation, en tout cas du diabète. Qu'il ne faut pas perdre de temps en laboratoire. S'il y a un vrai syndrome polyuropolydiptyque qui est décrit par la famille, plus ou moins perte de poids, une énurésie secondaire, il faut adresser à l'hôpital. Faire une BU au cabinet si on peut, et encore mieux un dextro, peut-être investir dans les bandelettes non périmées. Et puis, vaut mieux envoyer par excès, dire je pense à ça, peut-être que c'est pas ça, mais c'est pas grave, c'est moins grave que le contraire. Donc, vaut mieux envoyer par excès que par défaut. Et se méfier d'une gastro qui continue à uriner, parce que ça, franchement, on a eu plusieurs fois. Et le diabète peut être à n'importe quel âge. On a eu le plus jeune, il avait 9 mois, là, dans la cohorte. 9 mois, 16 mois, 12 mois, donc bon. Donc, quel que soit l'âge, ça peut arriver. Et voilà. Donc, c'était juste... je
C'était juste quelques chiffres d'épidémiologie. Donc, du coup, l'incidence elle est en constante augmentation depuis 40 ans. La découverte se fait de plus en plus tôt. Sur les 15 dernières années, le nombre de découvertes chez les moins de 5 ans est multiplié par 3. Il y a un gradient nord-sud, mais qu'on ne constate pas forcément ici. Mais voilà. Et donc, voilà, c'est un problème de santé publique. Il faut y penser et surtout, il faut adresser les patients le plus tôt possible. Après, souvent, mais c'est la même chose. Ça, c'était la même chose que ce qu'on a dit. Voilà, donc, hop, hop, et hop. Ben non, Voilà. Attendez la croix. attendez la croix, Merci beaucoup Isabelle et Catherine. La parole est pas à la défense, mais à la ville. Oui, je voulais savoir s'il y avait une explication au fait que ce serait multiplié par 3 en 15 ans. Non, comme toutes les maladies auto-immunes. C'est ça. C'est ça. C'est que On ne sait pas pourquoi. et l'environnement, on ne sait pas trop, mais les maladies auto-immunes, on en a quand même de plus en plus. Les pubertés précoces, on en a de plus en plus. Hein, tous les facteurs environnementaux, mais on n'a pas plus d'explications. Est-ce que les pharmacies de ville font des expos ou font des glycémies capillaires? Si vous n'avez pas la possibilité ou si le matériel est périmé, est-ce que vous savez si Ils font les BU. les BU? Moi, je ne sais pas. Les glycémies capillaires, ils vont les faire dans des campagnes de dépistage, mais sinon, Vous emmenez quelqu'un, vous allez à la pharmacie et vous dites j'aimerais une glycémie capillaire, ça se fait pas. Je ne sais pas. Le problème, c'est que derrière, il y a des boîtes, il y a des boîtes à ouvrir, il y a des boîtes à ouvrir, et il y a un tout par rapport à ça, sauf s'il y a une campagne de dépistage, mais ils le font. Forcément, je te passe la parole. Est-ce que tu sais si en pharmacie de ville, donc Christine Blar qui est chef de service de la pharmacie, est-ce que tu sais si en pharmacie de ville il y a la possibilité de faire une glycémie capillaire? Tu as le droit de ne pas avoir la réponse. Je pense que ça dépend des pharmacies parce que maintenant ils ont la possibilité de faire certains tests. Maintenant, à mon avis, pas tous. Non, la glycémie capillaire. Oui, excusez-moi, moi je suis pharmacien aussi, je suis chef au niveau des EHPAD publics du Val-de-Marne. Et ma femme se trouve qu'elle est pharmacienne aussi, mais en ville, elle est pharmacienne en ville, et non, ils ne font pas les glycémies capillaires. Par contre, comme je disais, s'il y a des campagnes de dépistage qui peuvent être organisées de temps en temps, là, oui, ils vont faire des glycémies capillaires, mais sinon, non. En fait, c'est à cause du matériel qui est très cher et qui est trop lourd. Ouvrir une boîte de bandelettes, c'est 100 bandelettes. Donc, si on a un patient qui se présente pour demander une glycémie, nous, on ne pourra pas. Enfin, on voudrait bien la faire, mais on ne la fera pas parce que sinon, on va bousiller tout le matériel qui est derrière. C'est bête et méchant, mais voilà. Bonjour. Mais nous, en cabinet de ville, quand même, on a le réflexe pour les vétérinaires. Et souvent, on sait tous que les enfants entre 3 et 5-6 ans, ils boivent beaucoup de l'eau pure. Donc, les parents nous posent la question souvent, mais docteur, non, ici. Tout le temps, ils demandent à boire. Et c'est là tout de suite, non, là, enfin, moi j'ai le réflexe, tout de suite, bon, vétérinaire. Donc ça, c'est vraiment monsieur. Après, je remarque que les bandelettes périmées, elles fonctionnent quand même, c'est pas grave. C'est du dépistage. Alors après, voilà, s'il y a un doute, après, il viendra contrôler. C'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier la bandelette urinaire, à aller un peu rapidement à l'examen au laboratoire et même nous, dans les services, on fait directement l'examen des urines qu'on envoie au labo, alors que vous pouvez déjà avoir des éléments de réponse à la BU et parfois même ne pas envoyer de CBU derrière. Peut-être qu'on pourrait envisager une présentation autour de l'intérêt de la BU, refaire quelque chose là-dessus un jour pour revoir un peu tout ce que ça peut nous apporter. Parce que ça peut être autant pour les adultes, il n'y a pas que pour les enfants. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? En ligne. Ben, c'est ça que je voulais voir. Alors, côté vidéo, est-ce que vous avez... Donc, vous êtes 44 en vidéo.
On va vous montrer une photo de la magnifique tarte à pain. Il faut vous faire venir au mois d'octobre. Est-ce que vous avez des questions? Alors il faut lever la main si vous avez une question sur la première présentation, sinon on va passer à la seconde. Désolé, on a fait un peu nos dictateurs en coupant tous vos micros pour éviter d'avoir à couper le micro pendant la présentation de l'orateur. Bon, a priori pas de questions.